Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Cette semaine, on va revenir sur le cas Nintendo à quelques jours de l'arrivée de la Switch 2. Et j'ai en plateau deux experts absolus pour une question. Nintendo se repose-t-il trop sur ses acquis? Et avec le retour de l'ami Antistar. Bonjour. C'est marrant, t'es complètement dans la thématique. Oui, bah écoute, moi on m'a dit viens habillé en rouge, je suis venu habillé en rouge. Non, absolument pas, il n'y avait pas de dress code. C'est juste que voilà, je savais que le sujet serait sur Nintendo, je me suis dit bon bah écoute, on va mettre des fringues de circonstance. Tu es parfait. J'avais mis un t-shirt Sonic une fois pour parler de Mario Wonder, c'était quand même de mauvais goût, donc je me suis dit maintenant on va quand même essayer d'être un peu plus sérieux. Mais tu es super raccord avec le sujet, donc voici notre good guy et notre bad guy. C'est donc Conquerax qui est venu en noir. Voilà, totalement. Non, c'est vrai que franchement j'adore le t-shirt en plus, j'ai le même, donc c'est dire, ça aurait fait un peu bizarre, mais merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil et ça me fait super plaisir d'être ici pour parler de Nintendo évidemment, qui est dans mon cœur. Bon. Je pense que c'est dans votre cœur à tous les deux. J'ai cru que tu allais remettre le même t-shirt. Tu sais qu'une fois on a fait une émission ensemble, on s'était pas du tout coordonnés, on est venu avec le même t-shirt à la même émission. C'est vrai. Si vous aviez mis le même t-shirt tous les deux, j'aurais eu l'impression d'être dans un hall d'exposition, les gars. Donc j'aime autant que nous. Donc voilà, on va voir s'ils sont d'accord ou pas sur tout ce qui touche à Nintendo. En tout cas, c'est notre actu. Allez, à semi-chaud à quelques jours de la sortie. C'est parti. Oui, on est un peu à chaud quand même pour réagir. Voilà, messieurs, étant donné qu'en effet, vous connaissez Nintendo sur le bout des doigts et de la manette, je voulais vous poser cette question. Est-ce que Nintendo, justement, se repose pas trop sur ses acquis? Et je me suis fait cette réflexion quand on a tous parlé de la Switch 2 qui arrive, qui ressemble à la Switch 1 en un petit peu mieux. Et on s'est tous dit, est-ce que ce ne serait pas cette fameuse Switch Pro qu'on attendait, Conquerax? Alors moi je pense que Nintendo justement ce qui fait sa force aujourd'hui c'est quelque part, alors je vais pas dire de se reposer sur ses acquis, mais c'est toujours de peaufiner ses licences pour arriver sur un gameplay qui est quasiment parfait à chaque fois, parce que c'est vrai que chaque Mario par exemple est un Mario différent en règle générale. Quand on prend Super Mario 64, il est totalement différent de Super Mario Galaxy. Quand on prend les Zelda, on a vu Breath of the Wild qui est devenu un open world, alors qu'à l'époque on était plutôt, bon, même si sur NES on était sur des anciens open world un peu en vue du dessus, etc. Mais Nintendo innove quelque part dans ces mêmes licences. Et la question de la Switch 2, c'est assez intéressant parce qu'on me la pose beaucoup. Mais c'est vrai que si Nintendo, par exemple, avait refait une console de salon de façon classique, d'antan, avec une espèce de course à la puissance, est-ce que les gens n'auraient pas critiqué le fait qu'on n'ait plus justement cet aspect portatif, nomade, et qu'on n'ait plus cet écran parce que je crois que c'est ce qui fait vraiment la force de cette Nintendo Switch, première du nom en tout cas, et elle s'est vendue à tellement d'exemplaires, je veux dire plus de 150 millions, enfin presque 150 millions d'exemplaires aujourd'hui, ça va peut-être devenir la console la plus vendue de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas juste une logique implacable pour moi d'avoir une Nintendo Switch 2? En tout cas, j'aurais été, moi, à la tête de Nintendo ou dans les grosses têtes de chez Nintendo, j'aurais, je pense, fait en ce sens-là, quoi. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné de voir ça. Et au contraire, je suis même content qu'ils se différencient de PlayStation et de Xbox en n'ayant pas des boîtes que l'on met dans son salon. Et voilà, quoi. C'est pas du tout l'objectif, je crois, de Nintendo derrière. Antistar, pas de course à la puissance, à la surpuissance face aux autres, un petit peu mieux, mais on ne change pas une recette qui gagne? Le problème, c'est que, comme tu l'as expliqué, effectivement, la Switch, c'est en passe d'être la console la plus vendue de tous les temps. C'est un carton sans précédent pour Nintendo et ils ont tellement renouvelé la façon de jouer aux jeux vidéo en créant quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant avec ce concept hybride. C'est compliqué pour eux non pas de revenir en arrière, mais d'envisager de faire autrement. Nintendo a toujours effectivement innové pratiquement à chaque génération. C'est ce que les plus gros fans espéraient voir une fois de plus en se disant on est prêt à voir Nintendo prendre des risques une fois de plus. Mais en vérité, le truc, c'est que ça faisait des années que les gens se disaient t'as pas été de de Switch Pro, que la Switch était une console quand même avec un hardware extrêmement démodé, que beaucoup de jeux portés sur la console étaient, on va dire, rentrés au chausse-pied, c'était pas mal, mais on aurait quand même aimé un petit peu plus de peps dans cette machine. Et la vérité, c'est que je pense que ça fait 3-4 ans que les gens qui jouent sur Switch, ce qu'ils veulent de Nintendo, c'est une Switch plus puissante. Oui. Donc, à partir du moment où Nintendo décide que la Switch 2 sera justement ce qu'ils ont attendu pendant des années, faut pas s'étonner que Nintendo le fasse enfin, que pour une fois Nintendo justement joue la carte de la continuité sans prendre trop de risques, non pas parce qu'ils ont été enfermés en fait dans le succès de la Switch, mais parce que c'est une évolution logique. Il y a des moments où il faut savoir ne pas prendre trop de risques, et encore sur cette Switch 2, il y a quand même des risques qui sont pris. On voit le gameplay souris par exemple, il y a tout un tas de petites features qui ont l'air d'être quand même un petit peu cachées dans cette machine. C'est pas juste une évolution bête de la Switch. Mais les features, justement, tu parlais de la souris, on sait qu'ils aiment bien en distiller. Est-ce que ça
peut aussi ne pas être OK, on vous a mis une petite nouveauté pour vous dire on a mis une petite nouveauté, mais finalement c'est un peu la même chose. Et on parlait de puissance, on n'est pas sur un niveau équivalent de puissance à la PS5 et la Xbox Series. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on verra ça. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'on va avoir quelque part du back catalogue des jeux qui ont 2, 3 ans. Alors on nous dit quelques jeux qui vont arriver à la sortie, mais au final, on va s'attendre à quoi sur cette console? Elle est puissante sans être puissante, différente sans être différente, on lui met des petits ajouts. Je pense qu'effectivement, on n'aura pas, bien sûr, la technologie d'une PlayStation 5 embarquée en version nomade, en version portative. Sinon, la console ne coûterait pas 439 ou 469 € selon où on l'achète, mais elle en coûterait 1000, quoi, je veux dire. Donc, ça serait très compliqué. Évidemment qu'on va avoir des éditeurs tiers qui vont profiter de tout ça pour pouvoir porter leur jeu. On le voit avec Hogwarts Legacy, Cyberpunk, qui quand même va tourner normalement. Alors, moi, je l'ai eu un petit peu en main. Pas mal. Ça tourne plutôt correctement. Alors, c'est vrai qu'il faut voir. Moi, je l'ai eu qu'en nomade, mais quand on est vraiment docké, ce qui se passe. Certainement qu'on n'aura pas de la 4K pour ce genre de titre, en tout cas en version portative, ça c'est sûr. Mais voilà, donc c'est sûr que les éditeurs en fait vont profiter de cet aspect-là pour recycler un petit peu leur jeu afin de le proposer à d'autres personnes. Mais je pense que quelque part, la frustration de beaucoup de gens sur cette Switch 1, et tu l'as dit, c'est de ne pas avoir ces titres-là qui fonctionnaient de façon optimisée. On a vu Hogwarts quand il sortait justement sur Switch, ça a été catastrophique. The Witcher quand il sort au départ, ça a été un peu compliqué. Donc je pense que les gens aussi voulaient vraiment ça. Regarde en plus quels sont les jeux qu'on sortait sur Switch 1 au niveau des portages. Bon, The Witcher 3, c'était quand même une tentative un peu de montrer qu'on pouvait porter à l'arrache des jeux de la génération PS4 One, mais globalement, qu'est-ce qu'on avait principalement comme portage sur Switch? C'était des jeux de la génération PS3 360. C'était Skyrim, c'était des jeux comme L.A. comme les BioShock, comme la trilogie Batman Arkham, des jeux qui étaient déjà extrêmement datés. Là, sur Switch 2, qu'est-ce qu'on nous propose comme portage? Cyberpunk, Elden Ring, FF7 Remake, des jeux récents. Et surtout, des jeux où l'écart de puissance va être beaucoup moins impressionnant que il l'était sur Switch 1, même pour des portages PS3. Tu dirais sans Cyberpunk. Bon, alors là, ce sera la version intégrale, mais c'est un jeu qui est sorti en 2000. Tu vois, on est quand même sur des jeux qui ça sont reste un sommet quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'évolution technologique, on voit l'œil nu voit de moins en moins, franchement, je trouve, les sauts de génération. Entre la génération PS2 et PS3, on avait vraiment un écart énorme parce qu'on passait de la small définition à la haute définition. Et là, je trouve entre la PS4 et la PS5, ça commence quand même. À l'œil nu, tu prends Uncharted ou tu prends Red Dead Redemption 2 qui sortait sur PS4, qui joue encore aujourd'hui, ça te choque pas. Donc, et surtout quand tu joues à ça en portatif, je pense que l'œil nu ne voit pas trop la diff. Donc en vrai, je pense que ça va être déjà assez impressionnant, la technologie qui va être embarquée pour moi, mais il faut jamais la comparer, c'est le problème que font les gens, à une console de salon. Et Nintendo, dans l'histoire, ils ont arrêté de faire des consoles de salon parce qu'ils ont fait la Super Nintendo, ça avait cartonné, la 64 un peu moins que la Super Nintendo, et la GameCube qui a été un flop commercial avec 22 millions d'exemplaires. Ta console de cœur. Ma console de cœur, et là ils sont passés à la Wii derrière parce qu'ils se sont aperçus que finalement il fallait qu'ils prennent un autre chemin que celui de Microsoft, de Sony, qui axait tout sur la puissance. Donc s'ils étaient revenus sur ça, Nintendo, je pense, on les aurait aussi critiqués. S'ils étaient revenus sur la console de salon classique, on aurait dit mais attends. Donc il faut en gros que tu refasses de la course à la puissance parce que tu nous proposes une box à la maison, quoi. Donc moi je pense que c'est un très bon choix d'avoir continué à faire de la Switch. Pour qui elle est alors cette Switch 2? Elle est pour beaucoup de publics différents, je pense, parce que malgré tout, Nintendo, en dépit du tarif de la Switch 2, propose quand même la console la plus abordable du marché sur les consoles récentes, parce qu'évidemment la série X qui a pris encore mais ils en ont profité, la PS5 c'est ça. Alors évidemment tu as toujours l'offre de la Switch 1 de base qui reste commercialisée, et d'ailleurs le président de Nintendo of America avait une déclaration un peu maladroite à ce sujet en disant aux gens si vous n'avez pas l'argent pour acheter une Switch 2, rassurez-vous, vous pouvez toujours acheter une Switch 1. Il nous a fait une Xbox One, Xbox 3.6, donne ma trip, c'était pas terrible. Mais cette console, je pense que elle vise quand même le public traditionnel de Nintendo. Il suffit quand même de discuter avec des gens qui, des familles, parfois des parents, qui jouent sur console Nintendo historiquement. Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas l'air de bloquer sur le tarif de la console, qui ont l'air de dire non, je la prends quand même parce que en plus il y a ce côté investissement pour 6-7 ans. C'est une console qui de toute façon garantit un gros catalogue d'exclusivités first party Nintendo qui vont être de qualité. Pour l'instant, on a d'annoncer officiellement que Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza, mais on se doute bien qu'on va avoir un nouveau Zelda, un nouveau Mario, un nouveau Animal Crossing, un nouveau Splatoon.
C'est sûr. Donc ce public-là, je pense qu'il va continuer à soutenir Nintendo du moment qu'il en a le budget. Mais ce qui est surtout important, c'est est-ce qu'on n'a pas un public un peu plus gamer qui va se laisser enfin séduire par Nintendo pour de bon. Il y avait une première amorce avec la Switch qui était pas mal. On avait senti que le public gamer s'était intéressé à Nintendo plus qu'avant. C'est en partie pour ça que cette console a autant cartonné. Mais avec cette vraie alternative au Steam Deck et au roguelike, à tous ces mini PC portables, à un tarif quand même plutôt concurrentiel et avec en plus des gimmicks vachement intéressants et un catalogue exclusif sans commune mesure, je pense que ça peut aller chercher un autre public de gamers. Aussi, hein. Meilleure portabilité. En vérité, quand tu l'as en main, quand tu compares au Steam Deck, alors attention, c'est très bien, hein, mais quand tu compares au Rogue Ally au Steam Deck, tu sens déjà qu'au niveau du poids ou des choses comme ça... Tu as une autre puissance avec le Steam Deck. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Antisar, parce que tu me dis, ils vont arriver avec un nouveau Zelda, un nouveau Mario. Voilà, on a réfléchi avant l'émission à quand remontait la dernière innovation franchise de Nintendo. Alors, on a dit, moi j'avais dit ARMS, vous m'avez rappelé Splatoon aussi. C'est vrai. Moi, j'ai osé Ring Fit Adventure. Non, alors toi, t'es un rebelle. Excuse-moi, il n'a pas joué à Ring Fit, c'est pour il a ça. fait 15 millions de ventes pour une nouvelle licence, c'est pas mal. Non, mais voilà, en fait, ils misent quand même énormément sur la nostalgie. Bien sûr. Ils vont avoir quelques jeux qui ont 1 à 3 ans, voire plus. Mais c'est toujours, leur fonds de commerce, ça reste la nostalgie, comme tu l'as rappelé, d'une console à l'autre. Pourquoi ? Est-ce qu'ils peuvent se défaire de ça, de ce lien intergénérationnel qu'ils ont créé et qui est finalement plus leur fonds de commerce que leur jeu ? Pour moi, c'est extrêmement compliqué et de toute façon, ils en jouent. On le voit avec le Nintendo Switch Online où ils proposent des consoles d'antan. Là, ils ont rajouté la GameCube, justement. On parlait de ma console de cœur. Alors, il n'y a que 3 titres au départ, mais il va y en avoir d'autres avec Super Mario Sunshine, Pokémon XD, etc. qui vont arriver. Donc, ça montre bien qu'eux-mêmes capitalisent de toute façon sur cette nostalgie. On l'avait vu avec les SNES Mini, les NES Mini, c'était aussi le cas. Je crois qu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment se défaire de ça parce que c'est tellement emblématique, ça fait tellement partie de l'histoire de Nintendo. Parce que finalement, ok, c'est bien, c'est vrai qu'on voudrait de nouvelles licences, on voudrait des licences d'une qualité Nintendo quelque part, mais les gens aussi réclament toujours des nouveaux Mario, réclament des nouveaux Zelda, et je pense qu'ils donnent aussi au public ce qu'ils veulent. Et quand tu as un nouveau Metroid Prime qui sort, Metroid Prime 4 notamment, le Metroid Prime 4, pardon, tu te dis, ça fait des années que tu l'attends, etc. Et dès qu'il y a eu l'annonce... tout le monde était hystérique. Ah, mais tout le monde était hystérique, il faut voir dans les Nintendo Store, etc., à New York et tout, quand c'était annoncé, parce que souvent il y avait les écrans, les gens sont comme des fous. Quand tu annonces une nouvelle licence, ok, ça peut être cool, il y a toujours une curiosité, mais dès que c'est un nouveau Zelda, un nouveau Mario, c'est une folie. Donc là, on attend un nouveau F0 maintenant. Mais... C'est ça, mais c'est aussi une folie parce que c'est des licences qui marchent à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire que quand un nouveau Mario, un nouveau Zelda qui sort, c'est quasiment toujours un très bon, voire un très grand jeu vidéo. Il y a une espèce de côté valeur sûre avec ces licences Nintendo qui fait qu'on n'est quasiment jamais déçu. Mais c'est ça que je veux dire, mais ça parle aux fans. Oui. Alors on a vu, bon, alors après j'allais dire la Switch 2, la Switch a montré qu'on pouvait étendre son réservoir de joueurs, mais est-ce que justement, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller en chercher des nouveaux si il n'y a pas un moment ce petit jeu novateur chez Nintendo ? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu bloqués par ce côté, on a notre base de fans, on a cet attachement émotionnel que souvent les parents ont eu petits et qui transmettent à leurs enfants. Comment est-ce qu'on va chercher une nouvelle cible quand on est Nintendo? Tu as la réponse dans ta question. Oui. On va pas la chercher chez les enfants. Je te laisse. C'est ça. En fait, le renouvellement générationnel chez Nintendo est très fort. Dans le cadre de la Switch, une question qui s'est régulièrement posée quand on voyait les ventes de cette console, c'est mais qui achète encore cette console et Mario Kart 8 Deluxe alors qu'ils ont 7-8 ans? La réponse, elle est très simple, c'est que tu as des gens qui n'ont pas eu cette console quand elle est sortie parce qu'ils étaient trop jeunes, ou alors, je prends un exemple tout bête. Imagine, quand la Switch sort, tu es adolescent, tu es au collège, au lycée, chez tes parents, il y a une Switch à la maison, et après tu pars, tu vas faire tes études. La Switch, c'est toujours la console qui est commercialisée. Tu la rachètes, cette console. Tu as eu un enfant. En version OLED. Tu as eu un enfant juste au lancement de la Switch. Cet enfant, à 6-7 ans, il est en âge d'avoir sa première console. Tu lui achètes quoi? Tu lui achètes une Switch, même si tu en as déjà une. Mais dans les familles, il y a plusieurs Nintendo Switch. Et ça, c'est la grande différence. Souvent, tu as une PS5, une Xbox Series X, une console de cette, on va dire de cette puissance-là qui est reliée à la télé. La console Switch, de salon de tout le monde. La console de salon voilà. Et la Switch, en fait, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Du coup, mettons, tu as famille de 3 enfants, les 3 enfants veulent leur Nintendo Switch derrière et veulent avoir leur petit écran et veulent jouer de leur côté, et c'est vrai que ça fait beaucoup parce que souvent par foyer tu as beaucoup plus de Switch que ce que tu as de PS5 ou consort. Donc c'est vrai que cette console évidemment elle est intergénérationnelle, et je crois que aussi ça va passer, on le disait, par les éditeurs tiers. Ce qui était reproché aussi sur la Nintendo Switch, c'est que, et les tiers le disaient eux-mêmes, ils avaient énormément de mal à adapter leur jeu. Là avec la Switch 2 ça va être quand même beaucoup plus simple.
de récupérer, c'est vrai, des titres qui ont quand même 3-4 Ça a ans. l'air d'être plus simple. Mais c'est les éditeurs tiers qui font aussi que tu as un gros catalogue derrière et donc ça va s'orienter un peu plus gamer. Donc c'est extrêmement important pour eux et je pense qu'ils ont répondu à l'appel en mettant une puissance suffisante de ces éditeurs-là, quoi. Ils attendaient que ça de toute façon. C'est ça. Quand tu regardes les témoignages des éditeurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en janvier, février, mars, tu avais de plus en plus comment dire, de responsables d'éditeurs qui étaient amenés à s'exprimer sur est-ce que leur jeu aurait une version Switch 2 et tu sentais bien qu'ils étaient bloqués parce qu'ils attendaient que Nintendo puisse communiquer dessus. Tout à fait. Mais tu avais cette impression qu'ils voulaient communiquer parce qu'ils se sentaient pour la première fois depuis très longtemps en phase avec la philosophie hardware de Nintendo. C'est vrai que la Wii U avait porté un coup à tout le monde. Ouais. Ça avait déserté progressivement. Ah oui, On totalement. oublie, alors moi j'aimais beaucoup la Wii U. Moi aussi. On oublie que la Wii U, c'est vraiment les fondamentaux C'est de vrai. la Switch dans la volonté de faire de la mobilité et une console qui restait à la sûr. maison, mais la philosophie était la même. On l'a dit, recyclage. Les remakes, les remasters, Ah, je ça. passe sur ce point parce que ça, franchement, il y a de l'abus. C'est vrai, c'est vrai. Le Nintendo Switch Online, payant aussi. Oui, Mine oui. de rien, il y a quand même toujours, ils perdent pas émotion peut-être, mais émotion payante. Oui. Faire payer aussi, messieurs, je voulais quand même qu'on en parle, ceux qui tentent de copier. Oui. Hein C'est vrai, tout à fait. Concarax, le procès Palworld Pocket Pair, Ouais, bon, ça après, aussi c'est une façon de défendre aussi son patrimoine. bien sûr. Après, j'ai envie de dire, alors je vais pas défendre Nintendo, mais on peut pas leur reprocher quelque part de vouloir défendre corps et âme leur licence. Palworld s'inspire quand même énormément de Pokémon. Sur leur site officiel, ils le disent même. On est à vocation. Il faut voir sur Google quand vous tapez Palworld, c'est jeu visant à rivaliser avec Pokémon, quoi. Ils le disent. C'est Au moins, que- c'est assumé. Hein. Au moins, c'est assumé. c'est assumé, ils cherchent directement le bâton pour se faire battre. Exactement. Et puis il y a des assets qui ont été quand même, on sait, un peu récupérés, ou du moins ça copie vachement. Le système de Palsphère, c'est-à-dire un peu des Pokéballs qu'ils ont dû d'ailleurs, là avec les brevets, etc. Enfin, on va certainement en parler, mais supprimer. Donc non, je pense qu'ils le cherchent aussi. Et bon, c'est un peu de bonne guerre quelque part, quoi. Voilà. Et puis tu mets quand même, c'est un Pokémon avec des guns, quoi, avec des flingues et tout ça. Donc à un moment donné. Je pense que Nintendo a eu du mal. Et ce qui est fou, c'est que c'est des entreprises toutes les deux japonaises, quoi. Tu avais Pocket Pair et Nintendo, c'est des Japonais qui, entre eux, ça c'est quand même assez exceptionnel. Alors, c'est pas une entreprise chinoise ou quoi que ce soit. C'est des Japonais entre eux qui se tirent dans les pattes. Fallait y aller. Ouais. Antistar, tu comprends la réaction de Nintendo parce que Pocket Pair, là, leur Palworld, il perd toutes ses fonctions vitales, j'ai envie de dire. En fait, on va être très pragmatique. C'est une simple notion juridique de propriété intellectuelle. À partir du moment où tu as déposé des brevets, tu as déposé une marque et donc effectivement tu as déposé des façons de jouer, tout ça, et que tu constates, en tout cas que tu fais Mais ils les ont constater- déposés après. Mais tu sais qu'ils attaquent même pas sur la propriété intellectuelle, ils attaquent sur les brevets. Sur La les violation brevets des qu'ils ont- brevets. Ils C'est attaquent sur encore des brevets, un c'est truc. Nous, on aurait tous pu penser que c'était effectivement sur ça. Mais cette c'est qu'ils n'ont propriété. rien trouvé. Ils ont rien trouvé. C'est qu'ils ont rien Non, ils trouvé. ont cherché, Et donc, ils ont cherché le truc sur lequel Palworld était attaquable Mm. parce qu'ils sont partis du principe que ça ressemble quand même beaucoup trop à ce qu'on fait et il y a forcément un moyen où on peut le prouver. C'est vrai que personne Mais n'avait eux-mêmes le remarqué. Mais eux-mêmes le À disent. partir du moment, de toute façon, où c'est prouvable, et en plus, effectivement, c'est tellement assumé Ils par les l'assument. créateurs de Palworld, c'est pas surprenant que Nintendo s'y attaque. Je vois des gens qui aiment bien dire, franchement, Nintendo, ils abusent, ils ont tellement de pognon, ils sont pas assez prêts. Bah, en fait, si, parce qu'à ce moment-là, tu laisses tout le monde copier ce que tu as fait, se faire du pognon sur tes idées, c'est. Ils ont Tu vendu. es obligé de défendre. Ils ont tes vendu des intérêts à millions ce niveau-là. d'exemplaires. Je crois que dès le premier jour, c'était 3-4 millions. Enfin, je sais plus. Le Palworld, Palworld, c'est un succès affolant. phénoménal C'était un l'année succès dernière. hallucinant. Donc ils ont eu un peu, ils ont eu un peu peur. Et puis voilà, Nintendo, je pense qu'aussi ils sont, c'est un peu de bonne guerre. Et attention parce qu'on a l'impression qu'ils vont perdre des millions, Palworld, mais c'est 36 000 euros, je crois. Ou C'est 37 000 62 000 euros Ouais, voilà. qu'on leur Bon, demande. Donc il y avait plus. C'est Voilà, vraiment- deux brevets, je crois que c'était c'est 30 000 vraiment pas par grand-chose, brevet ou un Alors, truc comme ça. Juste parce que je suis allée chercher les petites infos sur Voilà. cette bataille. Donc, depuis février dernier, Nintendo dépose des demandes de brevets sur des mécaniques qui sont intégrées au jeu, donc Ouais. ils obtiennent plus ou moins gain de cause. Pocket Pair a fait valoir que notamment il y a des mécaniques qui étaient déjà dans Craftopia. Souvenez-vous de Craftopia qui était juste une copie de Ouais. Zelda. Donc ils disent ah ben non, c'est passé pour celui-là, donc aujourd'hui vous pouvez pas les breveter, c'est déjà passé. Ouais. L'Office américain des déposes de brevets en a quand même rejeté 22 demandes sur 23 de Nintendo. C'est énorme. Donc c'est quand même énorme parce que là, pour le coup, l'Office américain, il est censé s'en moquer, comme tu l'as dit. Oui. Ce sont deux entreprises japonaises. Tout à fait. Donc c'est drôle qu'en effet, ils jouent la carte des mécaniques parce qu'il y a quand même The Pokémon Company Ah oui. qui a la propriété des créatures, Mm. qui elles-mêmes sont déjà un peu inspirées de folklore, de choses. Ils sont pas non plus hyper clean. Je crois qu'il y avait eu Dragon Quest, Inspiration à l'époque. mais bon. Pokémon Company ne sont pas hyper clean non plus sur l'origine de... Donc tout le monde
cherchent quand même comment se faire des petits procès. Tout le monde, Mais tout le monde s'inspire un peu de tout le monde aussi, parce que les mécaniques, ce qui est reproché par exemple dans un des brevets, c'est la mécanique de vol. Oui. Avec la voile, notamment aujourd'hui, ils ont mis le vol à voile, il faut avoir un voilier dans son inventaire. À l'époque, c'était sur les montures. Et tu arrivais à discuter avec ta monture. Donc Voilà. Bon, après, est-ce que ça existait déjà, j'ai envie de dire, dans d'autres jeux, donc c'est pas nouveau. c'est un peu sur ça, c'est un petit peu complexe pour moi. Après, le système de Pokéball et de Palsphère, c'est un peu discutable par rapport à Arceus. À voir. Voilà, ça clairement, il y avait là-dessus. Ils ont aussi collé un procès enfin. Alors, il y a quand même deux choses que je voudrais souligner, c'est que Palworld, quand tout le monde l'a vu arriver, donc en janvier 2024, on s'est tous dit, ok, c'est Pokémon. Enfin, on l'avait déjà vu depuis les trailers. C'est Pokémon avec des armes. Ils ont mis un temps dingue avant de lancer la procédure. Donc on s'est dit, ils disaient juste, on étudie, on regarde. Ils ont fini par faire une procédure. Pareil avec Genki. Genki, pour rappel, c'est cet accessoiriste américain que nous avions vu au CES de Las Vegas qui présentait des accessoires pour la Switch 2, qui ne s'appelait pas encore Switch 2, qui était une console. Évidemment, ils ne l'avaient pas. Ça, nous, on l'avait compris tout de suite en voyant. Mais ils attaquent quand même des gens qui tentent de faire des accessoires pour leur console. Oui. Mais alors pour le coup, sur la propriété intellectuelle cette fois. Donc ce que tu disais, Antistar, les accessoires, c'est parce que ils ont. Alors là, c'est pareil. Ils disent, vous avez utilisé la marque Switch 2, qui n'est pas à vous. Après, le problème de Genki, on rappelle un peu les faits. Ils ont effectivement au CES début janvier annoncé en premier, entre guillemets, officiellement le nom Switch 2 avant que Nintendo ne dévoile officiellement sa console. C'est le nom de code que tout le monde donnait. Voilà, tout le monde s'attendait à ce que ce soit une Switch 2, c'était un secret de pacotille, mais c'est vrai que de Polichinelle, pardon, mais c'est vrai qu'ils ne l'avaient pas du tout officialisé. Donc à partir du moment où Genki, ce sont les premiers à dire sur un salon quand même d'envergure internationale où tu étais présente d'ailleurs. Moi je l'ai vu, cette fausse console, je l'ai vu. Ils ont fait carrément une fausse console, ils ont carrément reproduit ça. C'était évident qu'ils ne l'avaient pas. Ils sont allés à un salon extrêmement important ou bien sûr sur lequel Nintendo a une visibilité en prenant le risque de dire allez, on est les premiers à dégainer des accessoires Switch 2. Nintendo n'a pas encore annoncé la console, mais c'est pas grave, on le fait. C'était quand même, c'était un peu du suicide. C'est culotté de fou. Et puis d'ailleurs, même eux, alors ils se sont rendus compte de leur erreur après, parce qu'au début, ils ont paniqué. Mais moi, quand je les ai vus, non, mais nous, quand on est allé les voir le lendemain, parce qu'en fait, on voulait les voir le premier jour pour la petite histoire. On n'a pas eu le temps, on y va donc le lendemain, donc on les trouve pas. Et là, les mecs, en fait, ils étaient complètement flippés. On a vu donc cette fameuse console et ses accessoires qui étaient juste des mock-ups 3D imprimés avec l'imprimante maison. Derrière, en fait, complètement en loose day, derrière un mur, sous le manteau, quoi. Parce que je pense qu'ils avaient compris que ça chauffait un peu. Ils ont compris. Le patron de Genki s'est quand même posé la question si j'étais quelqu'un de chez Nintendo. Ah oui, c'est normal. T'as pas mis ton t-shirt pourtant aujourd'hui. J'avais laissé le t-shirt Antistar. Mais voilà, mais ils protègent leurs acquis. Bien sûr. C'est de bonne guerre. Surtout qu'en plus, tu avais un reveal qui devait être... Alors, on ne saura jamais à quel point il était prévu vraiment pour le 16 janvier ou s'ils l'ont fait en catastrophe. Le drop en catastrophe. Moi, je continue de croire en un drop en catastrophe. Moi aussi. C'est possible. Ils nous ont fait une GTA 6 avec le premier trailer. En fait, les leaks, ils en peuvent plus. Il y a tout qui leak de toute façon maintenant dans notre ère numérique moderne par rapport à avant. C'est très compliqué de garder le secret. Et quand vous avez des accessoiristes qui en plus se permettent de faire des mock-ups 3D derrière avec la forme... Ils sont pas partenaires et la forme de la Switch 2, quelque part, on se dit... Après, ils jouaient avec le feu Nintendo aussi, parce qu'ils avaient annoncé dès début mai 2024 qu'un nouveau hardware sera annoncé durant l'année fiscale en question. Et donc, quand on arrive en janvier, ça fait quand même 8 mois que cette déclaration a été faite et que Nintendo n'a toujours rien montré. Oui, c'est vrai. À un moment, il s'expose à la curiosité des gens. Il s'expose beaucoup, surtout quand il y a un salon comme le CES, effectivement, où beaucoup d'accessoiristes sont présents. Surtout quand on sait que ta deadline, c'est le 31 mars. On est début janvier, à un moment... Faut lâcher les chevaux. Et puis surtout, si ton deadline, c'est le 31 mars, il y a des gens dans l'industrie qui savent. Mais oui. Donc voilà. C'est pour ça. On va s'arrêter là, messieurs, sur Nintendo. Très bien. Est-ce qu'on aura répondu à la question ? Bon, un petit peu quand même. Hein. Oh oui, un petit peu quand même. Ça va, on essaie. Je voudrais qu'on passe assez rapidement à quoi on joue, parce qu'on a 2 jeux à vous proposer avec l'ami Antistar. Inconnu et un peu n'importe quoi, il faut quand même l'avouer. C'est parti. Alors, je vais prendre la main, parce que c'est mon émission, donc c'est moi qui commence. Non, très très vite, je voudrais vous parler d'un jeu, messieurs, je pense que vous en avez entendu parler, qui est The Precinct. Ah oui, bien sûr. Qui est un jeu qui vient de sortir sur PS5, Xbox Series et PC, qui est un GTA-like inversé. On parlait beaucoup de GTA, une émission où on parle de GTA encore. Non, pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un jeu dans lequel vous allez jouer un policier.
à Averno City. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, qui est un jeu absolument sans prétention, honnêtement, n'attendez pas, c'est pas GTA. J'ai dit que ça ressemble à GTA parce que vous êtes dans le rôle inversé. C'est très ambiance, moi je trouve, polar années 80. Vous êtes dans cette ville, vous êtes une jeune recrue du commissariat et vous partez en mission. Et donc, vous allez avoir des vraies missions de policiers, faire des arrestations, faire des courses-poursuites, stopper des vols, des agressions, faire des enquêtes. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a beaucoup détendu alors que j'ai joué à Doom à côté et à Clair-Obscur, changement Ça détend d'ambiance. aussi Doom quand même, mais d'une certaine... Voilà, c'est autre chose. Voilà, je vais vous parler de ce jeu-là parce que c'est rare qu'on incarne un policier dans ce sens-là au moment où on parle de GTA. J'aime beaucoup la proposition visuelle de ce jeu. Il faut se refaire à cette caméra parfois très en hauteur, mais voilà, on s'adapte. Il y a le respect des procédures qui m'ont fait énormément rire, même si j'adorais distribuer des prunes comme j'en avais envie. Ouais, ça fait ressortir le côté malsain de l'humanité aussi, ce jeu. Le côté un peu aléatoire. C'est un peu un monde ouvert. Alors, il n'est pas énorme, mais c'est un petit peu un monde ouvert. Vous vous baladez, vous faites comme vous voulez. Vous avez des missions que vous pouvez suivre tout de suite. Enfin, quand il y a des appels d'urgence, vous allez y répondre. C'est parce quoi si tu réponds pas? Si tu réponds pas, tu perds des points. Alors, si tu fais n'importe quoi, c'est-à-dire que tu arrêtes des gens qui n'ont pas besoin d'être arrêtés, parce que tu peux faire des courses-poursuites. Non, mais vraiment, je vous assure que le côté vil de l'humanité peut en sortir dans ce jeu, où tu te mets derrière une bagnole pour voir si elle avance trop vite, et dès qu'elle dépasse, tu sais, tu mets la sirène. C'est devenu Bad Girl. Je suis une bad girl. Ça peut être très drôle, en fait. Mais alors, je ne sais pas. Alors, le studio qui a fait ce jeu-là... Je crois qu'ils sont 5 personnes. Fallen 3 Games... Ouais. Je ne sais pas si c'est... Dans la traduction, dans la VO, il y a quand même des placements de private joke dans les petites phrases quand ils sont dans le commercial. Donc, il y en a à qui ça parlera aux plus vieux. J'ai quand même chopé une phrase où c'est marqué à un moment « Tu aimes les films de gladiateurs ». Donc, ceux qui ont regardé les vieux trucs des années 90 auront la référence. D'un seul coup, j'ai vu cette phrase apparaître dans un interrogatoire au-dessus. Non, voilà. Non, c'est très drôle. Alors, c'est pas un jeu parfait. Le gameplay est un petit peu répétitif. Il y a quelques phases où même l'IA, quand vous êtes dans des scènes de shoot, c'est pas terrible. Enfin, c'est une quinzaine d'heures. C'est un jeu qui est assez reposant. Et c'est juste pour la blague. C'est pour la blague. Franchement, non mais je vous assure, ça, sans prétention, je voulais vous en parler parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Et en ce moment, j'avais besoin d'un petit jeu comme ça. Non, puis j'aime bien la simulation de police, d'enquêteur. Ça change. Et le scénario est quand même pas mal foutu. Puis voilà, c'est un court jeu, c'est pour changer en ce moment. Dommage qu'il n'y ait pas de multi ou de coop. Ça aurait pu être très drôle. Ça aurait été marrant, ça aurait été hyper sympa. Espérons pour la suite. Voilà, il y a un arbre de compétences qui est assez sommaire pour faire avancer votre bleu qui monte dans la hiérarchie parce qu'évidemment, il a la vista que les autres n'ont pas sur les enquêtes. Évidemment. Mais c'est même pas un double A, ça. On va dire, c'est un double A, mais vraiment. C'est un petit double A. Mais tu vois, visuellement, franchement, il est hyper intéressant. Sur le déroulé du jeu, il est sympa. Il a ses petits défauts de double A. Le même fait par un gros studio. Je pense que ça peut être un carton. Franchement, Mais voilà. Et on va finir vite avec l'ami Antistar. Pourquoi ? Parce que la série en ce moment, The Last of Us Part 2, enfin non, The Last of Us saison 2, lui, il refait The Last of Us Part 2. Mais pourquoi ? Parce que déjà en regardant la série, en fait, ça m'a donné, c'est bête, ça m'a donné envie de refaire le jeu. Et surtout, en fait, The Last of Us Part 2, c'est un jeu que j'avais fait à l'époque sous embargo quand il était sorti. J'avais fait une soluce du jeu pour jeuxvideo.com. Je l'avais fait 2 fois, j'avais platiné le jeu en 3 semaines. C'est un jeu, je vais pas revenir dessus, mais qui m'avait marqué au fer rouge. C'est un jeu, c'est un jeu un peu traumatisme par certains côtés. Et j'avais jamais encore refait une partie vraiment entre guillemets pour le plaisir, même si on parle de The Last of Us Part 2, je sais pas si on peut toujours parler de plaisir. Et je le fais donc sur la version remastered sur PS5 Pro en plus. Outre les moments où on compare un petit peu à la série, je veux revenir sur le fait que ce jeu, pour moi, c'est un titre qui est toujours en termes de jusqu'au boutisme de réalisation et d'immersion, un jeu inégalé. Et j'ai l'impression que on va enfin, avec GTA 6 l'année prochaine, avoir le premier jeu qui va enfin peut-être le dépasser et on va dire poser les bases quand même très tardivement de ce qui est le porte-étendard d'une nouvelle génération de consoles. C'est vrai qu'on l'attend enfin, ce jeu PS5, Xbox Series X. On l'a toujours pas. Actuellement, je pense sincèrement qu'actuellement, c'est The Last of Us Part 2 Remastered, surtout quand il joue sur PS5 Pro. Tu parles de globalement, pas que visuellement, parce que visuellement, on a eu des jeux qui étaient quand même des claques. Hellblade était une claque. Oui, c'est vrai. Globalement, parce que déjà, tu vois, en comparant à un jeu comme Hellblade, qui effectivement est une giga claque, je l'avais fait sur Hellblade 2, je l'avais fait sur Series X, et c'est vrai que c'est absolument impressionnant. C'est une claque. Ah oui.
mais ça reste un jeu très, très couloir, très linéaire, avec très peu d'interaction quand même avec les décors. Hein. Voilà, c'est un film à jouer. Voilà, c'est ça. The Last of Us Part 2, c'est pas qu'un long couloir. Déjà, il y a énormément de zones semi-ouvertes dont on a compris avec le temps qu'elles étaient pensées pour un multi qui n'a jamais existé, qui a été reskiné en roguelite dans la version remastered. Mais alors, vraiment, en fait, en avançant dans ce jeu, en prenant le temps de tout regarder, je suis stupéfait vraiment par le niveau de souci du détail qu'il y a sur tout et n'importe quoi, que ce soit au niveau de l'animation des personnages, que ce soit au niveau du moindre petit élément de décor, de déformation aussi du décor, d'interaction avec l'environnement. On sent que ça fait partie de ces jeux où il y a un très gros éditeur derrière qui donne un cachet, je ne vais pas dire illimité ou presque au studio qui le développe, mais en tout cas qui leur donne vraiment beaucoup de moyens. Et je m'étais dit à l'époque, j'attends de voir quel studio va prendre un peu le risque de suivre justement ce modèle d'un jeu extrêmement ambitieux, qui ne se pose pas de limites. Moi, sur cette génération, le seul que j'ai vu, c'était Alan Wake 2, qui était à peu près comparable. Il y avait God of War en termes techniques aussi, quand même, Ragnarok. Mais c'est un jeu Sony. C'est un jeu Sony. C'est du Sony, voilà. Vrai que... Et on est sur une licence qui est connue, qui a fait ses preuves, comme The Last of Us. Exactement. Moi, j'ai hâte de voir Naughty Dog sur autre chose. Intergalactique, j'ai hâte de les voir faire autre chose. J'arrive pas à beaucoup me hyper sur Intergalactique, peut-être parce qu'on a eu qu'un bref trailer d'intention qui est trop mystérieux et dont la vague séquence de gameplay m'a laissé plus perplexe qu'autre chose. Il nous a montré des énormes pages pubs surtout. Ah ouais, très très gros placement de produits. Si c'est intégré, ça va. Moi, ça me dérange pas. Si c'est Sony, Walkman, comme dans un machin. film. Bon, détail amusant, d'ailleurs, l'actrice qui joue l'héroïne principale d'Intergalactique est dans la saison 2 de The Last of Us Part 2. Ah, c'est vrai? Oui. C'est très bon. Dans You aussi. Dans You, elle est dans. Elle était dans You, je crois. Elle était dans You aussi, dans la saison dernière. Mais bon, donc voilà, si vous voulez regarder la série et jouer en même temps pour la 3e fois à The Last of Us Part 2, comme Antistar, vas-y. Je me permets une petite recommandation à ce niveau-là. Alors, c'est ma façon de le faire, et je me dis qu'on pourrait faire comme ça. C'est un jeu qui est très bien chapitré, The Last of Us Part 2, et j'ai l'impression que la saison 2 suit plutôt bien ce chapitrage. Un truc que moi je peux suggérer aux gens qui regardent la série, il y a un épisode par semaine, c'est si vous connaissez le jeu, vous faites la section qui correspond à l'épisode juste avant. Et ensuite vous regardez l'épisode pour voir comment ça a été fait. Si vous ne connaissez pas le jeu ou que vous voulez le découvrir en parallèle, vous faites dans le sens inverse. Vous regardez d'abord l'épisode et ensuite vous faites la partie du jeu qui correspond et vous vous arrêtez quand vous sentez que ça correspond. Ça vous permet de bien comparer la façon dont les deux œuvres sont écrites, où se situent les différences. Ça vous permet du coup de mieux identifier qu'est-ce que vous avez préféré d'un côté comme de l'autre. Et je trouve que c'est vachement intéressant de les mettre en parallèle comme ça. Très bonne reco. Voilà. Je vais faire ça, mais j'ai pas vu la saison 2 encore. Moi non plus. Crois que tu m'as donné une idée. Voilà. Très bonne idée. Bon, on est arrivé au bout de cette émission, messieurs. Merci beaucoup à vous d'être venus partager vos connaissances Nintendo. Merci vraiment. Merci. Donc, Arax, on te retrouve où? Sur YouTube, tout simplement. Un petit peu sur Twitch de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais c'est vraiment YouTube. Aussi, j'ai sorti un livre il y a quelques temps sur des anecdotes de jeux vidéo. Donc, on prépare certainement un deuxième. Là, on est en cours. Donc, voilà. Mais c'est YouTube. Très YouTube. Moi, je suis assez exclusif à la plateforme. Il y a un peu de TikTok, etc. Mais moi, je préfère les formats longs et travaillés, on va dire. C'est vrai. Très bon d'ailleurs. Très bon format. Allez regarder. Antistar. Sur Twitch principalement, un peu sur YouTube aussi avec de l'actualité gaming et puis des replays de let's play. Dans le podcast Les Nintendo qu'on fait avec Ken Bogard. Le podcast Manette à 3 avec Sylvain aussi, que tu connais très bien, je crois. Collègue. Ah oui. Et puis de temps en temps aussi dans les vidéos de Conquerax parce que, il est vrai, on travaille ensemble. Il y a certains scripts de vidéos que j'écris pour ce monsieur. On se connaît très bien. Depuis très longtemps. On travaille très souvent. C'est une émission entre amis. C'est ça. Et voilà. Et bien nous, vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube et sur la plateforme RMC BFM Play et en podcast. Jouez bien et à très vite.